Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Bonjour à tous et bienvenue sur le 10-12 de Speed Radio. Aujourd'hui, je suis accompagné de Charline Fréry. Charline, bonjour. Alyosha Itovic, bonjour. Bonjour. Et nous recevons, qui viennent nous parler de la pièce J'aimerais arrêter et eux, à la fin, je précise, qui se joue en ce moment au Théâtre de la Luna à 14h40. Et nous recevons également Antoine Campo. Antoine, bonjour. Bonjour Nadir. Oui, j'ai un problème avec les noms de famille ce matin, j'ai l'impression. Ouais, j'ai pas encore eu mon café ce matin, c'est pour ça. Qui a mis en scène une pièce qui s'appelle Destin croisé, qui se joue à partir du 3 juillet au Théâtre des Corsins. Donc bonjour à tous les trois, merci d'avoir accepté notre invitation déjà. Alors déjà, est-ce que vous êtes bien installés? Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui, café. On est très très bien. Si vous êtes bien, c'est le principal. On va commencer... C'est la seule présence féminine de cette émission, donc on va commencer par Alyosha, donc non, je plaisante, par Charline. Voilà, donc Charline, avec Alyosha, vous venez parler du spectacle qui s'appelle J'aimerais arrêter. Oui. Donc c'est un livre de François Violent, adapté et mis en scène par Violaine Arsac, que vous jouez tous les deux au Théâtre de la Luna, qui est sur un thème assez, on va dire, assez d'actualité, qui est sur la prostitution étudiante. Lequel de vous deux veut faire un petit pitch du spectacle? Alyosha, Charline? C'est pareil, on peut faire tous les deux en même temps. Non. Alors lequel des deux en parle le mieux? Voilà, ça. Tu veux en parler? Non, mais voilà, effectivement, c'est un spectacle sur la prostitution étudiante. C'est l'histoire d'une jeune femme, Sonia, qui fait un appel à l'aide à une association, le Mouvement du Nid. Et elle rencontre par l'intermédiaire de mails. Et elle tombe sur François qui lui répond et ils ont un échange de mails assez long, ce qui est assez rare dans ce genre d'association parce que normalement c'est 2-3 mails et après ils se rencontrent, sauf que là ça a duré un peu plus d'un mois. Voilà. Et voilà, donc cet appel à l'aide est entendu par François et elle essaie de se sortir de cette situation difficile pour elle, quoi. Aidée par ce monsieur, alors on va pas dévoiler le spectacle, mais qu'elle ne verra peut-être jamais d'ailleurs. Il faut venir voir le spectacle pour savoir s'ils se rencontrent un jour ou pas. Ouais. Il faut venir au Théâtre de la Luna. Donc je précise aussi que les musiques sont de Stéphane Corbin, excellent compositeur. Tout à fait. Oui. Et donc j'ai regardé un petit peu la bande-annonce. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux de lumière pour passer d'un personnage à un autre, d'une altération à une autre. Et les lumières, Amandine Voiron, elle a fait un très très beau travail de lumière. Il y a peu de décors, c'est pas énorme au niveau décor. C'est plus au niveau de la lumière et des jeux d'ombre et de lumière que les relations entre vos deux personnages se font, mais y compris aussi l'histoire de l'un et de l'autre, parce qu'il n'y a pas que les échanges entre les deux, il y a aussi l'histoire de Sonia et celle de François aussi dans cette histoire. Oui, c'est ça, il y a tous les doutes de François en fait, parce que des gens comme ça dans les associations écoutent effectivement et essaient d'aider les personnes, mais eux vivent des moments très difficiles parce qu'ils se retrouvent avec des jeunes filles ou des jeunes hommes qui se prostituent et ils ne savent pas vraiment ce qui se passe puisque c'est des mails. Oui. Donc ils ont des sentiment doutes d'impuissance. Ouais, voilà. Donc et il faut savoir que dans le spectacle, on se regarde jamais nous. Donc on est chacun dans notre bulle. Et c'est assez particulier en tant que comédien de vivre ce genre d'expérience. Est-ce que justement j'allais poser la question, est-ce que c'est compliqué de pouvoir jouer donc sur un thème aussi intense, d'une manière aussi intense, sans avoir la possibilité de se regarder pendant 1h10, je crois, il dure le spectacle. 1 heure, oui. En fait, on s'écoute beaucoup. Il y a quelque chose de très puissant dans le fait d'entendre les mots de l'autre. Donc on est vraiment très ensemble, même sans se regarder. Il y a quelque chose d'assez puissant comme ça. Oui, et d'ailleurs, quand Charline a passé l'audition, moi j'étais là parce que c'était très important de sentir en fait l'autre comédienne et de savoir ce que ça faisait intérieurement sans regarder, justement, de ressentir. Et ça a été une évidence directe où je me suis dit, bon, ok, ça résonne tout de suite et j'ai pas besoin de regarder. Serait Sonia, oui, vraiment. Serait la Sonia idéale. Oui, parce que c'est pas évident, elle est jeune, elle a 24 ans. Et à son âge, d'avoir toute cette dimension émotionnelle, c'est pas évident à trouver. Il y a plein de bonnes comédiennes, etc. Mais avoir cette puissance émotionnelle, c'est pas facile à trouver. Est-ce que c'est alors
On se tutoie, je ne sais pas si on peut se tutoyer également. Mais Antoine, bien parce qu'en fait, sûr, à part Alyosha, c'est vrai que Nadir. je vous rencontre. Par contre, je veux bien que tu me vois, moi. D'accord, donc, voilà. Moi, je peux me tutoyer. Ah, merci, monsieur Alyosha. Voilà. Monsieur, ça va Je t'en prie. Pardon, même moi je tousse. Voyez. Et c'est pas une allergie. Oui, donc Charlie, pardon. Est-ce que au niveau théâtral ou même expérience professionnelle au théâtre, si on va dire au théâtre, est-ce que c'est ta première expérience ou tu as déjà vécu Non. des pièces avec des thèmes aussi forts? Alors, j'ai déjà joué au théâtre, j'ai déjà eu des expériences professionnelles, mais là, c'est la première fois que j'ai quelque chose à défendre qui est aussi fort et aussi prenant. Et surtout que c'est une histoire vraie, donc c'est quand même très différent de jouer une pièce qu'on a lue et imaginée, et c'est une fiction, et de jouer un personnage qui existe vraiment et qui est encore là, quelque part. Donc c'est assez émouvant, ça. Donc oui, c'est la première fois que j'ai quelque chose d'aussi fort. Et Alyosha, vous, monsieur, hein, non, toi, tu as une longue carrière derrière toi. Tu as les rôles humoristiques. Bon, j'aime pas ce terme-là, mais des rôles comiques comme des rôles intenses. C'est pas la première fois que tu en vis, mais est-ce que dans toute ta carrière, ce serait peut-être ce personnage-là qui aurait été le plus intense ou pas? Parce que toi, tu as alterné le classique comme le contemporain quand même dans le théâtre. Oui, c'est sûr. En fait, c'est la première fois que je joue quelqu'un de vivant et qui est là tous les jours. Et qui, voilà, la première fois, ça a été assez troublant parce que je le connaissais pas, François. Et il était dans la salle la première fois. On répétait juste une mise en place. Et il était au fond de la salle, on répétait ça. Et en fait, il est sorti, il était trop ému. Et moi, du coup, ça a résonné, ça a été très violent intérieurement. Mais ça nourrit. Je pense que c'est un des rôles, effectivement, émotionnellement parlant, qui est très, très fort. Parce que, Charline a raison, c'est une histoire vraie. Et les personnes sont là, et elles ont vécu ça réellement. Donc, c'est une autre dimension encore. Ouais. Bah, justement, j'avais demandé si vous aviez rencontré les personnages. Le personnage principal, donc François. C'est le cas. Sonia, on ne peut pas dire, enfin. Ça, on ne peut pas trop en parler. Voilà, mais on ne peut pas dire, sans dévoiler le spectacle, chose qu'on n'a absolument pas envie. On va revenir dans quelques instants dessus, mais on a un autre invité avec nous, Antoine Campeau, qui vient nous parler donc de Destin croisé, une pièce de Soisic Moreau que tu as mis en scène, interprétée par Arnaud Arbessier et Jean-Louis Casarino. Et là, c'est un thème assez... Alors, c'est un face-à-face aussi, sachant que vous, c'est un face-à-face un petit peu spécial. Mais dans Destin croisé, c'est un face-à-face un peu particulier, parce que c'est un face-à-face historique. Absolument. Alors, la première bonne raison de venir voir le spectacle, c'est que le grand personnage, c'est Napoléon, sauf qu'il a été quasiment jamais représenté au théâtre. Très peu, en effet. Ouais. Voilà. Donc là, il y a eu sur Arte hier le Ridley Scott, qui a de la grosse artillerie, pour rester dans l'humour, avec beaucoup d'erreurs historiques, mais bon, on en prend plein la vue. Au Festival de Cannes, Abel Gance, qui est un film poétique avec vraiment une grande élévation. Mais au théâtre, il faut remonter à Serge Lama. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et donc là, il est représenté pour la première fois. Et il est face à le général Moreau, que personne ne connaît, mais il est sur l'Arc de Triomphe. Et il n'a pas eu son boulevard des Maréchaux pour une simple raison, que c'était un frère d'armes de Napoléon. Il avait la même notoriété, mais il est resté fidèle à l'idéal de la Révolution. Et il était absolument opposé au despotisme, Napoléon qui plaçait sa famille, et surtout à l'impérialisme. Voilà. Et donc moi j'ai monté ça comme un combat de boxe. Donc la première partie se passe dans la prison du Temple, où Napoléon l'a fait enfermer en prétextant qu'il complotait avec les royalistes. Ce qui était faux. Ce qui était totalement faux. Et surtout, c'est qu'il a besoin de lui, parce que c'est un chef d'armée extraordinaire et qu'il est très très populaire. Et donc il menace, il gronde, il achète, il argumente. Et le général Moreau va dire non, je ne travaillerai pas avec vous, et ça va être l'exil aux États-Unis. Il a
une femme dont on parle, Eugénie, il a un enfant, il a une maison, et il va falloir qu'il s'exile, qu'il abandonne tout. Voilà. Donc là, on est dans une période où le pays s'interroge sur ses valeurs, et que c'est une période extrêmement importante. Et la pièce parle de ça, c'est-à-dire, on est 2 siècles avant, c'est pas beaucoup, et on voit comment les guerres napoléoniennes, les frontières d'un pays, la vision d'un homme politique qui est connu dans le monde entier, Napoléon, il y a ce contre-champ d'une autre parole. Et aussi, la chose vraiment intéressante, c'est qu'on est dans les coulisses de la politique, avec les coups tordus, avec les valeurs, avec la violence que ça représente. Voilà. Et la deuxième partie, pour que les gens, pour que ça fasse image, va se passer dans la maison des morts. Et là, il y a un grand miroir, qui est le miroir de l'histoire. Et là, on va voir... C'est ça la force du théâtre par rapport au cinéma. On peut aller dans la psychologie, dans les contrastes, dans les conflits intérieurs. On va voir un Napoléon, vraiment, le comédien Arnaud Arbessier est formidable. Et un homme avec sa folie, ses remords, ses contradictions. Et qui connaît mieux le vrai Napoléon que son frère d'armes, le général Moreau, le général Moreau, qui l'a fait exiler. Voilà. Dans leur rapport... puisqu'on parlait de politique justement, les dessous de la politique, il y a un rapport dominant-dominé dans cette première partie, pour la bonne et simple raison que le général Moreau, lui, est face donc, à l'empereur et il le vouvoie en permanence, alors que Napoléon, lui, passe toute cette partie-là à le tutoyer comme si c'était un frère d'armes. Et dans ce rapport, on a l'impression du fait que voilà, c'est lui, c'est l'homme le plus important. Il peut se permettre de tutoyer, mais lui, même s'il est absolument contre la politique de Napoléon, il le considère vraiment comme un empereur et le vouvoie en permanence. On a la sensation que, justement, le fait que Napoléon le tutoie, qu'il se sent supérieur à lui en permanence, alors que c'est plus leur relation passée qui fait ce tutoiement, n'est-ce pas ? Absolument, c'est très intéressant, Nadir, cette remarque, parce que, sans vouloir faire des relations comme ça avec l'actualité, mais ce qui se passe dans ce combat de mots sur le ring des idées, c'est quand même une hauteur de vue, une élévation, une grandeur. C'est-à-dire, c'est un combat des idées, mais dont on sent bien que ça va se répercuter dans la vie du peuple, des gens, de la nation, la question des frontières aussi d'un pays. Et c'est vrai qu'à des moments où c'est vrai qu'on peut ressentir quelque chose d'un petit peu, vulgaire, parce que voilà, c'est le mot qui peut venir dans les joutes politiques. Là, il y a vraiment une élévation dans une langue, dans une réflexion. Il y a une hauteur de vue qui est à mettre au crédit des deux, de Napoléon, qui est quand même... une intelligence extraordinaire et une perversion extraordinaire, et le général Moreau, qui va faire le serment de Pontivy. C'est un breton buté, dira Napoléon, breton buté, qui est vivre libre ou mourir. Voilà la devise du serment de Pontivy, et c'est ce qu'il va incarner, et il va finir quand même sur l'Arc de Triomphe. Vous pouvez aller voir. On n'est pas loin des Invalides, où il y a l'immense Napoléon, et Moreau figure sur le pilier est de l'Arc de Triomphe. Donc on est dans la grande histoire de notre pays, jusqu'à effectivement toutes les guerres qui ont suivi les guerres napoléoniennes, et Dieu sait s'il y en a eu. Et l'autre chose importante pour moi qui m'a guidé, et dans le fait d'accepter cette fiction historique, parce que je suis plutôt dans du théâtre contemporain de création, c'est bien entendu que l'histoire frappe aux portes de l'Europe. Qu'on n'est pas dans une Europe très apaisée. Et voilà. Donc il y a cette double résonance, le politique, les valeurs, la République, le drapeau français, et aussi on élargit le champ, et là c'est l'Europe avec la guerre en Ukraine, etc., qui rappelle d'autres guerres d'annexion de pays.
Oui, donc malgré que ça se passe à l'époque napoléonienne, c'est pas facile à dire ça dès le matin, c'est pas le type sans de café, sans rien. Oui, sans café, sans rien, c'est pas les premiers mots à dire. On a quand même des échos de la vie mondiale actuelle dans. C'est ce qui m'a intéressé. Moi, je suis vraiment pour un théâtre élitaire pour tous. Donc, Soisig Moreau, c'est pas n'importe qui. Hein. Le grand public ne la connaît pas, mais c'est l'œuvre de sa vie. Elle a travaillé 20 ans sur cette pièce. Oui, 20 ans. C'est vraiment l'œuvre de sa vie. Alors, qui est Soisig Moreau ? Vous aurez noté Général Moreau, Soisig Moreau. Oui, hein. Donc, c'est une Bretonne de Crozon. Et elle n'a pas de liens familiaux, mais elle a le même nom. Donc, ça l'a intéressée. Et donc, Soisig Moreau, qui est cette personnalité de la vie parisienne, elle est conseillère de Paris, était conseillère de Paris. Elle a eu les honneurs, hein, donc les palmes académiques, la Légion d'honneur qui a été créée par qui, Nadir ? Par Napoléon. Voilà, donc elle a été décorée. C'est bon, j'ai bossé mes fiches ce matin. Sans les fiches, bravo. Voilà. Donc indirectement, voilà, il y a de l'humour dans le spectacle. Elle a été décorée par Napoléon. Qu'elle quand même met face à ses responsabilités, son impérialisme et puis le nombre de morts colossal. Hein. Il y a des armées de 60 000 personnes qui partaient au front et il y en avait 30 000 qui revenaient. Faites le calcul, hein, sans calculette. Ça fait beaucoup de morts, beaucoup de familles, beaucoup de hussards estropiés, des yeux crevés. Et c'était pas la guerre numérique. Hein, oui, bien sûr. À cheval oui. et avec l'épée et les fusils. Mais c'est vrai que lorsqu'on pense, que ce soit au cinéma comme au théâtre, hein, d'ailleurs, des éléments qui parlent de l'époque napoléonienne ou des guerres napoléoniennes, je ne parle même pas de celui de Ridley Scott, là je parle vraiment, voilà, on a parlé d'Abel Gance et tout, moi j'ai en tête... et c'est plus quelque chose de parallèle. Moi, je pense tout de suite à la pièce et au film Le Colonel Chabert. Ah bah bien sûr. Voilà. Qui est un angle magnifique, mais il y a très peu de choses qui parlent de cette période-là. Absolument. De Napoléon. Et on comprend parce que c'est assez difficile d'être exact historiquement et comment dire et de captiver le public avec une intrigue, avec voilà, on parle de Austerlitz, tout le monde connaît. Le nom d'Austerlitz, Waterloo, tout le monde connaît le nom de Waterloo, sauf que là c'est extrêmement précis historiquement, puisqu'elle est historienne, hein, et que voilà, il y a cette première partie dans la prison du Temple, c'est un espace mental. Je ne sais pas si vous voyez où était la prison du Temple, hein. C'est au centre de Paris, c'est dans le Marais, c'est où il y a la mairie du 3e. Hein. Donc Louis XVI a été emprisonné là. Hein. Donc c'est des forteresses. Mais elle a été détruite, je crois qu'il reste plus. Non, c'est un square. Maintenant c'est devenu un square. Voilà, un square en face de la mairie du 3e. Mais voilà, on est au centre de Paris, c'est une forteresse. Le général Moreau est obligé de faire goûter ce qu'il mange parce qu'il craint d'être empoisonné par l'empereur. Et voilà, donc c'est un face-à-face extrêmement charnel, passionnant, tendu, et je vous dis, j'ai monté ça comme un combat de boxe avec des rounds et avec beaucoup de coups et blessures. Alors, on va marquer une courte page de publicité et musicale et on revient vers vous dans quelques instants. Nous vous rappelons qu'il y a toujours le jeu concours Speed Radio. Vous pouvez gagner un iPhone 15 et pour pouvoir gagner cet iPhone 15, sauf autour de la table, bien entendu, il faut répondre à cette question. Pourquoi ? Mais parce que vous êtes des professionnels, vous. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à porter ? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 7 14 15 et le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. A tout de suite. Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Namas Trio. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Nadir Amaoui. Et nous sommes de retour sur la matinale de Speed Radio avec nos invités du jour, Charline Fréry. Putain, j'ai toujours pas eu mon café, moi. Charline Fréry, Aliocha Itovic et
Merde, pardon. Antoine Campo. Ah oui, non, mais là, c'est. Amener là, une citerne de vraiment, café. C'est ta journée, Nadia. Là, par intraveineuse. Là, le café, il me le faut carrément par intraveineuse et ramener carrément une citerne parce que là, j'en peux plus. C'est le matin. Faut arrêter de me mettre des émissions de matin, Speed Radio, par contre. Donc, on parlait de 2 très beaux spectacles. J'aimerais arrêter et eux qui se jouent au Théâtre de la Luna à 14h40, sauf les 3, 10 et 17 juillet. Et Destin croisé, écrit par Soisic Moreau, qui démarre seulement le 3 juillet, lui, au Théâtre des Corsins. J'avais une petite question à vous poser, justement, Charline et Alyosha. Puisque vous avez déjà fait quelques représentations de J'aimerais arrêter, quel est le retour que vous avez le plus de la part du public à la sortie du spectacle ? Beaucoup d'émotions. Et je pense que les gens ne s'attendent pas. Déjà parce qu'on n'en parle jamais, en fait, de la prostitution étudiante. Et de la prostitution en général, il y a quelque chose de très tabou. Donc là, d'avoir... que ce soit plus une affaire juste politique, mais aussi juste humaine et intime, ça réveille beaucoup de choses chez les personnes. Donc souvent, ils sont très touchés, très émus. Et bon, voilà, il y a des pères de famille parfois dans la salle. Donc du coup, ça touche quelque chose de différent. Il y a des parents, il y a des jeunes. Donc beaucoup d'émotions, surtout. Ouais, c'est vrai. Et on l'a beaucoup joué, enfin beaucoup, non, c'est un grand mot, mais on l'a joué surtout dans les lycées et les universités. Donc c'est un public qui est vraiment très proche de ça, puisque c'est des jeunes étudiants, donc une jeune étudiante qui décide de se prostituer pour pouvoir vivre, c'est quelque chose qui peut avoir écho sur... je ne vais pas dire sur leur vie à eux, mais peut-être sur des gens qu'ils connaissent. Oui, mais même sur leur vie à eux. Hein, on a eu cette chance, entre guillemets... Enfin, l'impact que ça a chez les jeunes est assez important, au point où, effectivement, il y a des jeunes qui ont pu contacter l'association après, parce qu'ils avaient ou ce problème, ou des gens à côté d'eux qui avaient ce problème. Donc c'est assez... pas étonnant, parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on ne parle jamais, mais qui est partout, en fait. Partout, la prostitution étudiante, c'est assez énorme. En fait. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde un petit peu autour de soi, il y a eu beaucoup de reportages, sur la prostitution étudiante. Je crois qu'il y a eu quelques téléfilms à droite et à gauche, mais au théâtre, ça n'a jamais été le cas. C'est une première... Ou alors, je dis peut-être des bêtises, parce que c'est peut-être passé et on n'en a pas entendu parler, mais c'est un thème qui est en effet très, très... peu présent dans le milieu artistique, enfin artistique scénique, pour être précis. Alors que c'est un thème c'est un sujet qui peut être très très salutaire, bénéfique, voire même essentiel, puisque quand on vous entend et que vous nous dites que vous avez des étudiants qui, après avoir découvert votre spectacle et avoir parlé avec vous, ont contacté directement l'association parce qu'ils vivent ça ou parce que quelqu'un qu'ils connaissent vive ça, c'est que c'est quelque chose qui est beaucoup, qui est trop, on peut même dire trop présent, et que rien n'est fait. Là, on parle même pas de politique, comme Charline le disait, on parle vraiment d'humain. Donc, à part ces associations, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour aider ces personnes-là. Il y a quand même des structures qui des structures associatives, oui. Mais je parle, je vais dire, c'est peut-être un terme qui est peut-être pas le bon moment, mais politiquement parlant, légalement parlant, pour aider ces personnes-là, à part les structures associatives, il n'y a rien. Heureusement que les gens du milieu associatif font tout le travail qu'ils font, c'est vrai. Après, c'est vrai que je pense que de libérer la parole, ça permet à d'autres personnes de pouvoir libérer la leur. Et ça peut changer quelque chose, en tout cas d'un point de vue théâtral. Ah oui, c'est très important, bien sûr. Oui, puis il y a cette dimension évidemment terrible de la prostitution étudiante, mais dans le spectacle, il y a aussi l'espoir et l'humanité qui est très très présente. Je pense qu'il touche beaucoup les gens. François Violent est quelqu'un de très très humain, mais vraiment il porte une espèce de parole positive et quand on le rencontre, on est vachement touché par ça. Violaine Arsac est beaucoup dans ce genre de sujet, de thème. Et je pense qu'ils se sont rencontrés et on s'est tous rencontrés à travers ça. Donc évidemment, le sujet est terrible, mais les gens derrière ont envie. Il y a même des gens... j'ai un pote qui est venu hier et il a envie de s'engager parce qu'il dit mais c'est génial. En fait, tout le monde peut être écoutant. Même si c'est pas facile, ce spectacle aussi montre ça, c'est que c'est un humain qui écoute un autre humain et qui est capable peut-être d'aider à son échelle un autre humain. Et ça, c'est assez joli, quoi. Et c'est un point commun qu'il y a avec vos deux spectacles, parce que dans le thème premier, c'est vrai qu'ils sont assez différents, parce que là, on est dans une partie historique, là, on est dans quelque chose de vraiment très actuel, mais
il y a ce point commun qui est l'humain. Parce que dans Destin croisé, il y a ce rapport de force, bien sûr, entre Napoléon et le général Moreau. Mais dans la deuxième partie dont tu parlais, Antoine, là, on n'est plus face à ce rapport dominant-dominé qu'il y avait entre l'empereur et le général. Là, ce ne sont plus que deux êtres humains, parce qu'on est, comme tu l'as dit, aux portes de la mort. Absolument, même on est au-delà des portes de la mort parce qu'elles ont été grandes ouvertes et on est dans la maison des morts. La maison des voilà. Et c'est franchement, tu es très fort de trouver un point commun entre la prostitution étudiante et Napoléon. Comment j'ai pu faire ça? Je me pose la question. C'est un exploit, mais un essai transformé puisque effectivement, je crois que la force du spectacle, grâce à la performance des acteurs Arnaud Arbessier et Jean-Louis Cassarino, c'est de rendre son humanité à Napoléon. C'est-à-dire, on n'est pas dans un téléfilm avec juste le costume, les chevaux, les armées à l'arrière-plan. On est à l'intérieur d'un personnage, je le répète, torturé, parce que extrêmement torturé et extrêmement... Il y a une séquence, j'ai fait reconstituer comme un jeu d'enfant. Une armée napoléonienne avec les hussards, mais comme un jeu d'enfant. Voilà. Ah, les petits soldats de plomb? Absolument. Ah, voilà. Magnifique. Donc c'est comme un jeu d'échecs. Et on voit un enfant roi, comme voilà, quand on était enfant, on a eu des petits soldats. Voilà, et j'ai eu un tank téléguidé. Voilà. Bon, Charline, elle n'a pas connu cette époque, mais non, mais je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais à part Alyosha, toi et moi, il n'y a personne. Voilà. Charline, elle est encore trop jeune, elle n'a pas connu. Voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que les enfants jouent avec les soldats de plomb. C'est beaucoup moins grave que des êtres qui jouent avec des vrais êtres et de chair et de sang. Et donc voilà, la deuxième partie, c'est vraiment rendre ce que peut pas faire tout à fait le cinéma, c'est rendre sa part d'humanité, sa part de conflit intérieur, sa part aussi de fragilité, sa folie aussi à ce personnage. Et le pitch comme ça du spectacle, c'est aussi de dire mais qui connaît mieux le Napoléon, Bonaparte, que son meilleur chef d'armée. Ils ont fait leur première bataille ensemble, ils ont été dans les journaux à égalité, ils ont eu la même popularité. Et je rappelle une chose, parce que ça m'a tout le temps un peu bouleversé, parce qu'on est dans les destins croisés, dans les destins. C'est que ces gens-là, quand ils se parlent dans la pièce, ils ont 35 ans et ils vont mourir à 50 balais quand même. Donc on oublie quand même que c'est un parcours. À une époque, on mourrait très jeune. On mourrait très jeune, mais à 50 balais, vous avez vu le parcours de Napoléon quand même, là, le mot destin a vraiment un sens. Ah oui, bien sûr, oui. Voilà. Je te laisse sans voix. Non, oui, parce que en fait, je repense un peu que ce soit au film ou au téléfilm que l'on a vu autour de Napoléon. Donc là, on ne va pas parler de celui d'Abel Gance, qui était absolument sublime, il n'y a pas de problème. C'est merveilleux. Voilà, moi je repense, parce que c'est presque ma génération, les téléfilms qui avaient été faits avec Christian Clavier qui joue Napoléon, qui est un excellent comédien, là-dessus il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'on a rarement parlé de l'empereur. On a rarement parlé de Napoléon Bonaparte lui-même, la personnalité de du soldat. On a toujours parlé de l'empereur, de sa folie, de ses envies de conquête. Mais très à travers des côté images dictatorial. Oui, mais très à travers des images qui ont été véhiculées, parce que c'était un grand communicant, Napoléon, à travers les tableaux, etc. Alors que là, c'est pas du tout ce Napoléon-là. Il y a cette puissance, mais il y a aussi... Est-ce qu'on peut dire ça de Napoléon au théâtre? Oui, sa fragilité, c'est-à-dire son effondrement psychique. Parce que dans la deuxième partie, il voit bien qu'il a fait beaucoup de dégâts et qu'il n'a pas tout réussi. Voilà, et qu'il laisse quand même un pays... On oublie qu'il vient de la Révolution, Napoléon. C'est vrai que quand on pense Napoléon, on ne se dit pas... le mec, il avait 20 ans en 1789. Oui, non, on pense que à ces guerres à l'époque. Voilà, aux guerres napoléoniennes. Voilà, tout à fait.
son auto-sacrement, Voilà. on pense à ça. Non, c'est un enfant de la Révolution qui a, alors entre guillemets, qui a quand même trahi les valeurs de la République. Et là, le général Moreau, c'est Soisic Moreau qui a voulu une espèce de réhabilitation. Donc c'est ça l'intérêt de la pièce, c'est de donner un autre éclairage sur Napoléon. Tout le monde a une idée sur Napoléon. Il n'y a pas dans le monde entier, tout le monde, on dit Napoléon, on a des images. Voilà. Ouais. Et le général Moreau, c'est encéphalogramme. Oui, parce que plat. jusqu'à cette pièce, on n'avait jamais entendu parler du général Moreau. Du général Jean-Victor Moreau, je le répète, qui est quand même célébré sur l'Arc de l'Arc de Triomphe, qui est un monument sur quand le même. pilier Est. Absolument, qui est quand même un monument important de notre histoire. Alors, est-ce que tu me permets alors, je crois tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais de dévoiler un petit peu de la seconde partie. Donc là, on est vraiment dans la Maison des Morts. Donc les deux, Napoléon comme le général Moreau, Absolument. sont Ça y est, morts. l'histoire a été dite et Voilà. faite, ils sont morts. Donc c'est autre chose comme rapport. Voilà. Et Napoléon va se faire juger. Exactement, au rapport. Voilà. Vous voyez, comme on dit dans l'armée. Allez, au Pour rapport. tout ce qu'il a fait. Ouais. Et on lui laisse le choix de la personne qui va le juger. Et lui... Vraiment, vous êtes un excellent journaliste parce que j'ai l'impression que vous avez lu le dossier de presse. C'est ce qui est aussi rare qu'un spectacle sur Napoléon. Attendez, quand on reçoit des invités, on fait le travail jusqu'au bout. Je ne sais pas dans quelle radio vous avez été sur Avignon depuis que vous êtes arrivé, mais nous on fait le travail. Non, je n'ai rien dit. Voilà. Je me suis égaré. On ne citera pas de nom. Voilà. Non, et donc oui, il décide. Alors c'est ça qui est assez spécial dans la seconde partie, c'est que quand on lui demande de choisir qui va le juger, c'est très important et merci de me poser la question. C'est très important. Il va choisir celui qui l'a pourtant fait exiler. Absolument. Et qu'il a emprisonné. Et je vais vous dire pourquoi. Et c'est là où il y a la complexité de Napoléon. Parce qu'il pense que le général Moreau, qui a été son opposant, qui a un gros dossier, comme on dit aujourd'hui, sur Napoléon, il pense que c'est le plus, alors là, en politique... Juste, le plus honnête. Le plus honnête. Ah oui. Vous voyez, et que là, c'est une valeur, effectivement, qui est extrêmement importante, l'honnêteté en politique, c'est-à-dire la fidélité à ses valeurs, la fidélité à sa jeunesse, la fidélité aussi à sa vision d'un pays et à sa vision d'un peuple. Et là, c'est vrai que c'est de la fiction historique, on est bien d'accord. Oui, tout à fait, oui. Et la Maison des Morts n'existe pas. Voilà, c'est un angle très très fort. Là, Moreau se dit, voilà, il y en a un qui va être proche de la vérité, de ma vérité, c'est le général Moreau, même si j'ai un gros dossier à charge. Mais moi, là, quand j'ai découvert ce spectacle, quand j'ai lu le dossier de presse, bien sûr, parce que je n'ai tu pas as eu vu la le chance. Teaser, tu as vu le Oui, teaser. et je n'ai pas encore eu la chance de découvrir le spectacle, et franchement, Bienvenue. ça donne envie. Comme j'aimerais arrêter, bien sûr, hein, là-dessus, ça, absolument, je vais très vite le voir. C'est que moi, quand j'ai lu ça et que j'ai vu ça, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'a pas, quand Napoléon prend cette décision, il n'a pas occulté le fait qu'il l'a fait emprisonner et qu'il ne lui a pas laissé le choix que de s'exiler en Amérique, et qu'il se dit c'est la seule personne qui me connaît le mieux avec tout ce qu'on a vécu ensemble dans notre jeunesse, et c'est pour ça que je le choisis lui. Oui, c'est très important. Ce sont des frères d'armes. C'est fort le terme de frère d'armes. Voilà. Hein, c'est pas l'opposant, c'est le frère d'armes. C'est le frère d'armes. Il choisit son frère d'armes. C'est pour ça, je répète le pitch, c'est qui connaît le mieux le véritable Napoléon que son frère d'armes. Voilà. On a comme ça quelques amis qui nous connaissent bien parce qu'on a vécu et une jeunesse et un engagement et l'amour du théâtre, etc. Et eux, ils nous connaissent bien au-delà de notre parcours, de notre carrière, etc. Voilà. Et donc le général Moreau c'est ça la deuxième partie, c'est le miroir de l'histoire, va mettre le miroir de l'histoire et Napoléon va se regarder et va voir le défilé de toutes ces guerres, de toutes ces ignominies, de toute sa gloire, et va avoir quand même et sa déchéance. une vision d'un effondrement, on va dire, d'un effondrement. C'est-à-dire, c'est pas un Napoléon qui a tout réussi avec toutes les représentations extrêmement glorieuses qu'on a, et on en parlait tout à l'heure. Voilà, l'humanité d'un grand personnage historique qui est quand même un des personnages historiques les plus connus, on est bien d'accord. Oui, bien sûr, voilà.
Et c'est pour ça que je posais cette question. Pourquoi ? Parce que je voulais faire un pendant avec J'aimerais arrêter. Parce que voilà, dans Destin croisé, Napoléon décide d'être jugé par le général Moreau en disant, parce qu'il s'est dit, c'est mon frère d'armes, il va être honnête et impartial, il ne va pas s'arrêter sur ce que je lui ai fait vivre. Et le personnage de Sonia dans J'aimerais arrêter, elle va raconter tout son vécu à François en se disant, et je pense que François c'est ce qu'il ressent également, il ne va pas me juger. Il n'y a aucun jugement. Il n'y a aucun jugement dans la relation épistolaire. Bon, c'est par Internet à notre époque, mais voilà, la relation épistolaire qui est entre les deux, qui va durer plus d'un mois, je crois, c'est ça ? Oui, un peu plus d'un mois. Un peu plus d'un mois. Il n'y a aucun jugement de ce que fait Sonia de la part de François. Il n'y a vraiment que du soutien moral et psychologique. Oui. Oui, tout à fait. Oui, en fait, il porte bien son nom, c'est l'écoutant. Oui. Donc il est là pour écouter, la guider et qu'elle fasse son chemin intérieur aussi, parce qu'il pourrait lui dire il faut que tu fasses ça, mais pas du tout. Il lui dit, il la guide en fait vraiment, et il n'y a aucun jugement. En fait, il y a quelque chose de très très fort dans l'écoute, de qu'est-ce que c'est écouter vraiment. Donc c'est un spectacle qui parle de prostitution étudiante, mais aussi de juste qu'est-ce que c'est qu'écouter en fait, juste écouter. Et moi je pensais aussi surtout, sur les deux spectacles, à l'humain, à l'humanité, au-delà de l'écoutant, au-delà de la prostituée étudiante, au-delà de l'empereur dictateur entre guillemets, parce que certains l'ont considéré comme étant un dictateur. Oui, il est question de ça dans le spectacle, de la tyrannie, voilà, mais du c'est despotisme. l'humain qui est mis en avant. Absolument. C'est l'humain au-delà du personnage. Voilà. Et c'est la force du théâtre de pouvoir aller dans les méandres de la psyché, de l'humain et de la chair et du sang, et pas seulement de l'image. Voilà. Oui, parce que par rapport en tout cas à la prostitution, il y a une réelle stigmatisation. Oui. On oublie qu'il y a des gens derrière. Et surtout, en fait, François, il parle souvent du fait de comment définir la prostitution comme consentir à un rapport sexuel non sexuellement désiré. Mais ça, c'est beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui peuvent se reconnaître là-dedans et qui ne sont pas pour autant des personnes qui se prostituent. Oui. Donc en fait, il y a quelque chose dans l'expérience d'une jeune femme qui se prostitue qui est d'abord une expérience humaine qui peut parler à tout le monde, et dans la personne qui écoute, quelque chose qui peut aussi parler à tout le monde, dans le fait de se sentir impuissant parfois. Donc ça parle aussi de ça. En fait, quand je vous entends parler de ces deux thèmes, c'est quand même quelque chose d'assez fort. On n'a pas facilement les mots pour pouvoir rebondir, ou même pour pouvoir dire vraiment ce qu'on a sur le cœur, parce que c'est quand même des thèmes qui sont assez forts. On tient à préciser, parce qu'on en a parlé tout à l'heure hors antenne, tous les jours, il y a un personnage principal très important qui est avec vous au théâtre. C'est le personnage que tu joues, Alyosha, qui est François Violent. Donc en fait, à la fin du spectacle, vous pouvez rencontrer et discuter le François que vous allez découvrir sur scène, le vrai, à la sortie de la représentation. Tout à fait. Voilà. Ouais, il est là tous les jours. Voilà, et c'est très drôle de voir la réaction des gens aussi quand on dit à la fin le vrai François est là, vous pouvez discuter avec lui. C'est une espèce de choc émotionnel aussi. C'est très très fort. Ouais. Et on tenait à le dire également, vous pouvez retrouver le livre de François à la fin du spectacle que vous pouvez vous faire. Oui, parce qu'il y a encore plus de mails dans le livre. Dans évidemment, la correspondance. Oui, il y a une Violaine, correspondance beaucoup plus longue. Oui, Violaine a dû faire des choix, en fait. Voilà. Mais bon. Malheureusement, c'est le problème au théâtre, de devoir couper, surtout à Avignon. Oui. Il ne me reste qu'à vous remercier tous les trois, Charline Fréry et Alyosha. Oui, et Alyosha Ivtovic. Attends, je vais le dire. Alyosha Ivtovic. Pour J'aimerais arrêter et eux au théâtre de la Luna à 14h40. Antoine Campeau, merci d'être venu parler de Destin croisé que l'on retrouve à partir du 3 juillet seulement au Théâtre des Corsins. Une pièce de Soisic Moreau que tu as mis en scène, interprétée par Arnaud Arbessier et Jean-Louis Cassarino. À 13h30. À partir du 3 juillet seulement. On vous remercie d'être toujours aussi présent. On se retrouve dans quelques instants et on vous rappelle le jeu concours Speed Radio, un iPhone 15 à gagner en vous rappelant la question du jour. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à frapper? 3
ou 9. Répondez 1 ou 2 à envoyer Speed au 7 14 15. Tirage au sort le 21 juillet à 20h. On se retrouve dans quelques instants avec de nouveaux invités. À tout de suite. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Et comme vous pouvez le comprendre, je n'ai pas pris de café ce matin, donc il m'arrive de dire d'énormes conneries, parce que ce n'était pas la fin de l'émission, excusez-moi, je vous ai fait une fausse frayeur, nos chers invités sont toujours là. Charline Fréry, Alyosha Itovic et Antoine Campo sont toujours présents avec moi pour les dernières minutes de l'émission. On va encore parler un petit peu de Destin croisé et de J'aimerais arrêter. J'aimerais arrêter, c'est vrai qu'on a parlé de François, on a parlé de Sonia, on a parlé de vous deux, mais on n'a pas parlé de quelqu'un qui est aussi très important dans ce projet. C'est la personne qui a fait l'adaptation et la mise en scène du livre de François, que je connais bien, qui est une femme absolument talentueuse et admirable, c'est Violaine Arsac. Oui. Tout à fait. Comment est-ce que vous l'avez rencontrée, Violaine, d'ailleurs ? Alors, moi, j'ai rencontré il y a maintenant quelques années, une dizaine d'années. Voilà. Non, on ne dévoilera pas. Sur un spectacle qui s'appelait Bien au-dessus du silence, qu'on a joué 3 années à Avignon, ça a été joué. Moi, j'ai joué 2 années. Et après, on a travaillé ensemble sur Tant qu'il y a les mains des hommes, pareil, à la Luna, il y a quelques années. Voilà, suite à une audition, on s'est rencontrés, on a bien sympathisé et c'est devenu une amie, bien sûr, maintenant. Et du coup, elle m'a proposé ce texte. Alors, donc celle qui vous a amené le projet. Oui, en fait, elle m'a appelé un jour, elle me dit « Oui, c'est un truc un peu particulier et tout ». Donc, j'ai lu le texte et ma première peur a été le côté didactique des mails. Parce qu'un mail, c'est fait pour être lu et pas pour être dit, en fait. Mais c'est vrai que la force de Violaine a été, dans sa direction d'acteur, de justement rendre cette parole possible. Et dans une simplicité de mise en scène qui nous aide beaucoup. Et toi, Charline, donc Violaine, tu l'as vraiment découverte sur ce projet-là. Comment ça s'est passé, cette première rencontre ? Ça s'est super bien passé. Moi, j'ai adoré le projet et elle m'a vue en audition. C'est assez classique, en fait. Il y a eu l'alchimie tout de suite. Et voilà, oui. Et donc, on a démarré ça en novembre, c'était ? Oui, c'est ça, oui. En fait, on avait travaillé ensemble avec Charline sur un autre spectacle qui n'a absolument rien à voir. Rien à voir. C'était quoi ? C'est une comédie ? Du boulevard, oui, une comédie. C'était du boulevard, c'était La Présidente à Lyon. Voilà. Et on a bien sympathisé parce qu'on jouait pas mal ensemble. Ouais. Et dans ce spectacle, il n'y avait pas la dimension possible de voir une comédienne comme elle est là. Mais j'avais vu un court-métrage. Attends, c'est dramatique, c'est ça ? Ouais. Oui, quelque chose qui est organique. Ouais, beaucoup plus organique que dans La Présidente. Mais j'avais vu un court-métrage dans lequel elle était et je m'étais dit elle a une belle dimension émotionnelle. Elle envoie du bois. Elle envoie du bois à la jeune fille. Et donc quand Violaine m'a demandé est-ce que tu connais des jeunes comédiennes, je n'ai pas tout de suite pensé à Charline. C'est ma femme qui m'a dit. Quoi ? C'est ma femme qui m'a dit mais voilà, Charline vient de faire une révélation. Non, là, je savais. Je pas pensé à... Ah bon, j'ai tout dit. On apprend rien dans cette émission. Et en fait, elle m'a dit mais si Charline. Ah mais oui, putain, c'est une bonne idée. Donc du coup, j'ai proposé le nom à Violaine et ça l'a fait. Et ça a bien fonctionné tout de suite. Ça a bien fonctionné. Oui. Et toi, Antoine, lorsque on t'a proposé ce projet Destin croisé, quand tu as auditionné les comédiens, tu as pensé à ces 2 comédiens-là instinctivement lorsqu'on t'a proposé ce projet ? Non, j'ai auditionné et pour vous dire, moi je viens de l'opéra. J'ai monté Stravinsky, Poulenc, Benjamin Britten, etc. Et j'ai fait du théâtre, mais j'ai monté plutôt des classiques contemporains, Huis clos de Sartre, Les Bonnes de Jean Genet. Et je m'étais jamais attaqué à une fiction historique. Et j'ai vraiment hésité. Et puis, c'est vrai que l'actualité, je savais que Ridley Scott faisait un Napoléon et tout. Ça a fait que je me suis intéressé. J'ai lu vraiment beaucoup. Et je me suis dit, Banco, un metteur en scène, il doit aussi explorer des territoires où il est moins dans sa zone de confort. Oui, t'as pas été dans... C'est pas le bon terme, mais dans la facilité d'aller voir tous les films qui ont été faits sur Napoléon. Toi, tu as vraiment été dans le noyau dur avec tous les livres existants historiquement. Absolument. Pour vraiment découvrir la psychologie du personnage. Et je connaissais l'autrice Soisic Moreau, puisqu'elle était conseillère de Paris et qu'elle connaissait mon travail, puisqu'elle m'avait subventionné, en soyons simples. Et que effectivement elle m'a convaincu par sa passion pour
pour le général Moreau, je l'avoue, j'avais jamais entendu parler de Jean-Victor Moreau. Alors, je vais vous dire une chose, parce que ça, vraiment, ça va faire image. En travaillant, donc il est exilé dans l'état du Mississippi, Nadir. Tu vois, l'état du Mississippi. Oui, à l'époque, c'était c'était pire que l'exil pour. Bah oui, c'est à bord de la Louisiane, etc. Et ben, il a une ville à son nom. C'est incroyable. Il y a une ville qui s'appelle Moreau. Et j'ai fait les études. C'est en souvenir de la force, de l'honnêteté de ce général qui a fini ses jours, Napoléon à Sainte-Hélène, et le général Moreau dans une ville du Mississippi. Lorsqu'il s'est fait exiler, est-ce que sa femme et son enfant ont pu le rejoindre ou pas du tout? Absolument, c'est dit dans la pièce et c'est bouleversant. Il a un enfant qui s'appelle Victor et qui a 9 ans. Et sa femme qui s'appelle Eugénie, qui est une personnalité très artiste de ce monde-là, qui fréquente les grands salons de Madame Récamier, etc. Et comment dire, il est obligé de vendre son domaine de Grosbois, qui est un hôtel particulier, tout simplement. Et il va passer par l'Espagne, il ne comprend pas pourquoi il passe par l'Espagne pour aller aux États-Unis. Et pourquoi? Parce que Napoléon ne veut pas qu'il parte de France, parce qu'il a peur qu'il y ait le peuple qui dise c'est une révolte du peuple. Donc il part en catimini de l'Espagne avec femme et enfants pour se retrouver aux États-Unis pour le reste de sa vie. Mais on n'en dévoilera pas plus, mais voilà. Il ne va pas être trop rancunier, je pense. Est-ce qu'il va être trop rancunier ou pas par rapport à ce que lui a fait vivre Napoléon? Ça, pour le savoir, il faut aller voir Destin croisé à partir du 3 juillet au Théâtre des Corsins à 13h30. Voilà, la pièce de Soisic Moreau avec Arnaud Bessier et Jean-Louis Casarino que Antoine Campo, ici présent, a mis en scène. Que dire? Est-ce que, à tout hasard, parce que c'est vrai que Antoine, tu es arrivé il y a combien de temps à Avignon? Je suis arrivé il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Est-ce que vous avez peut-être éventuellement chacun vu un spectacle que vous voudriez conseiller au public, en dehors du vôtre, bien entendu, que l'on conseille fortement à venir voir le 3 et vous tout à l'heure? Oui. À 14h40 voilà. À la Luna. Non, on n'a pas eu le temps d'aller. On n'a pas encore eu le temps. Quoi? Vous avez moi, oui. Et nous, on a déjà non. joué. Alors moi, j'ai vu un spectacle formidable. Vous voyez, j'aime mes camarades et quand c'est bon, je ne suis pas jaloux. Je suis encore plus heureux de faire ce métier. Ça s'appelle Ressources humaines et c'est vraiment... Ah, c'est Élise Noireau. C'est peut-être oui. le spectacle d'Élise Noireau. Ah oui, ouais. magnifique. Et vraiment, c'est un sujet aussi politique. On voit de l'intérieur ce qui se passe dans une entreprise. Et il y a François Brunet qui joue le père du rôle principal, le rôle d'un ouvrier et de son fils qui va devenir directeur des ressources humaines. Et tous les comédiens sont formidables, et particulièrement mon ami François Brunet avec qui j'ai travaillé. Alors, sur le conseil d'un metteur en scène aguerri, foncez voir Ressources humaines, mais foncez voir à partir du 3 juillet Destin croisé. Tout à l'heure au Théâtre de la Luna à 14h40, j'aimerais arrêter. Et eux, merci beaucoup à tous les 3 d'être venus. Là, c'est vraiment la fin de cette première heure. On se retrouve dans quelques instants avec de nouveaux invités. Et surtout, n'oubliez pas le jeu Speed Radio. La question, après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à porter? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 7 14 15. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. N'oubliez pas qu'il y a un iPhone 15 à gagner. On se retrouve dans quelques instants après une longue pause musicale et publicitaire avec de nouveaux invités. Bonne journée à tous. Merci. Merci.